Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Enquête d'intérêt général. L'émission politique mensuelle est enregistrée en direct avec Radio Ems et en partenariat avec l'hebdomadaire Respublica. Chaque mois, nous recevons des invités pour débattre d'une thématique. Aujourd'hui, le thème sera le syndicalisme. Il y a de nombreux articles disponibles sur le site de Respublica sur le syndicalisme. Et aujourd'hui, notre invité est Jean-Marie Pernaut, qui a le mérite de se plier à l'exercice avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce soir. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots pour vous présenter. Je suis chercheur en sciences politiques, maintenant à la retraite, mais associé à l'IRES, qui est mon ancien laboratoire, l'Institut de recherche économique et sociale, qui travaille auprès des organisations syndicales. J'ai une histoire longue, comme tous les gens de mon âge, mais j'ai trompé quelques années dans le syndicalisme il y a fort longtemps, et j'ai fait une deuxième carrière, un recyclage à la science politique à Sciences Po au début des années 90, et donc maintenant je suis un académique pro forma, mais à la retraite, mais qui continue à être observateur. Oui, puis qui donne quelques conférences quand même, quelques interventions. Oui, bien sûr. Le travail continué, comme on dit. Voilà. Alors aujourd'hui, nous récupérons Bernard Tepper, qui après sa tournée nationale sur la laïcité, sur la sécurité sociale, me rejoint enfin. Donc la chronique, cette fois, c'est pour toi Bernard. À toi de jouer. Comme d'autres secteurs de la vie, le syndicalisme est en crise. Le syndicalisme prend sa source dans les regroupements ouvriers du XIXe siècle. Parallèlement aux sociétés ouvrières de secours mutuel, le syndicalisme se développe après la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Par une fusion des bourses du travail et des syndicats professionnels se crée la CGT en 1895. Puis, la CGT se divise, puis se réunifie, puis se divise à nouveau. Le syndicalisme chrétien crée la CFTC en 1919. Puis, un mouvement de fragmentation syndicale généralisée aboutit par exemple à voir concourir aux élections professionnelles jusqu'à 17 syndicats qui se partagent les suffrages des travailleurs. Le syndicalisme se trouve à la source de nombreux conquis sociaux. On peut même dire que la majorité des conquis sociaux proviennent de l'action syndicale des travailleurs. Aujourd'hui, une crise du syndicalisme se fait jour alors que les employeurs sont de mieux en mieux organisés, avec des moyens de plus en plus sophistiqués pour contrer les volontés des nouveaux conquis sociaux. Pour une partie des travailleurs, la cause principale de la contradiction entre les travailleurs et leurs employeurs se trouve dans les caractéristiques des modes de production et des formations sociales, par exemple capitalistes. Pour d'autres, il s'agit d'un manque de dialogue et de bonne volonté. Mais comme nous vivons des évolutions économiques, technologiques et écologiques importantes, ce qui était vrai hier ne l'est plus de la même façon aujourd'hui. Sans doute, les syndicalismes semblent, comme les autres corps de la société, avoir du mal à se transformer en même temps que la société elle-même. Ainsi, les évolutions numériques et électroniques, les découvertes scientifiques et technologiques, les nouvelles pratiques managériales des employeurs, les changements de l'hégémonie culturelle et sociale mettent tout le monde, et donc y compris les travailleurs et leurs syndicats, dans l'obligation de se réinventer à intervalles réguliers. Le cahier revendicatif change, les domaines de la lutte se multiplient, les formes de lutte efficaces se modifient. Certains se posent la question, par exemple, depuis que les grandes concentrations de salariés ont été supprimées, est-il efficace d'avoir trop minimisé les structures territoriales comme les unions locales face aux fédérations ? Les tentatives d'institutionnalisation du syndicalisme semblent freiner les avancées sociales. Le manque de financement public du syndicalisme tarde à se construire. La division syndicale extrême ne se justifie plus du point de vue de l'objet initial du syndicalisme. Et puis la question du syndicalisme de service. Voilà pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui questionner Jean-Marie Pernaut, chercheur, qui a écrit un livre qui se pose des questions justement sur le syndicalisme d'après. Il est temps de lui donner la parole. Merci Bernard.
On va échanger sur beaucoup de thèmes, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout balayer d'ailleurs. Peut-être on va commencer dans un premier temps, sur la rentrée sociale en France, rentrée syndicale bien sûr, mais aussi de ce qui s'est passé en Belgique, de la mobilisation belge. Et puis un premier regard sur le syndicalisme en France. On fera une petite pause musicale de temps en temps pour respirer aussi. Et puis dans un deuxième temps, on essaiera d'aborder d'éventuelles expériences que vous pourriez connaître de pratiques syndicales innovantes justement sur la question de l'interprofessionnel par exemple. La réunification syndicale qui circule toujours dans beaucoup de milieux. Le rôle du syndicalisme contre l'extrême droite. Le programme est lourd. Hein. Ouais. Et puis on verra si on a un peu de temps pour le syndicalisme européen, mais sinon on vous réinvitera avec plaisir dans cette émission. Alors première question, la rentrée sociale en septembre paraissait prometteuse, le 10 septembre, le 18 septembre. Et au contraire, aujourd'hui, le mouvement syndical semble attentiste, l'arme au pied, face aux gesticulations parlementaires. Que s'est-il passé, à votre avis ? La situation est instable sur le plan politique, j'apprends rien à personne, on a du nouveau tous les jours, même parfois un nouveau gouvernement qui survient. Le contexte début septembre, c'était un gouvernement Bayrou qui annonçait un budget qui a été jugé très provocateur par les syndicats, donc ils avaient annoncé une rentrée qui a été, comme toute rentrée d'ailleurs, un peu laborieuse, mais enfin il y a eu cette action le 18 septembre qui n'était pas massive, mais qui sans être ridicule pour autant, avec cette affaire Blocontou, là, qui a beaucoup animé les discussions quand elle a été lancée. On ne savait plus très bien d'ailleurs qui était à l'origine de ça, mais bon, là, ça fait partie de la mobilisation sociale. Donc cette grande instabilité, puisque le gouvernement est tombé, on en a un autre qui a l'air de vouloir passer dans des espaces, se créer on a vu le Parti socialiste essayer de jouer le PLFSS, là les syndicats n'ont pas eu tout à fait la même appréciation, tactique. Bon. Donc il n'y a pas de rupture entre les organisations syndicales, il y a des divergences tactiques manifestes. La CFDT cherche un peu à jouer dans ces espaces-là. La CGT en est venue à une attitude assez classique, mobilisation, appel à un mouvement il y a quelques jours qui est passé un petit peu sous les radars d'ailleurs. Donc en fait, je pense que dans cette instabilité-là, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'ils sont vraiment l'arme au pied, mais surtout, ils savent pas où tirer, et ils savent pas non plus vraiment de combien de munitions ils disposent, parce que on a vu, la CGT a lancé un mouvement le 2 décembre, je crois, la date. Bon, c'est passé vraiment un petit peu inaperçu, pour le coup. Bon, la situation politique domine tout aujourd'hui, y compris dans l'esprit des travailleurs, des salariés. Et je pense que la clarification n'interviendra qu'après les élections. Et je dis les élections, c'est même plutôt l'élection présidentielle. Et jusque-là, tout est un peu suspendu. Et entre ceux qui attendent avec impatience l'arrivée du Rassemblement national aux affaires et ceux qui le redoutent, ça fait beaucoup de monde qui sont dans l'attente, quoi. Il y a une attente d'espoir pour certains, de désespoir pour d'autres, mais en tout cas, ça crée une situation dans laquelle il n'est pas très facile de mobiliser les gens, sans compter que les objectifs apparaissent pas clairement. Donc on est, je pense, dans un entre-deux qui est évidemment défavorable à ce qu'on appelle le rapport de force. Dans le cadre de la construction du rapport de force, on a été interpellé par plusieurs personnes qui nous parlent de ce qui s'est passé en Belgique, où il y a eu une grève de 3 jours, semble-t-il assez réussie, mais en même temps qui n'a pas forcément obtenu gain de cause non plus. Vous avez quel regard sur cette situation ? On va voir. Là, bon, il y a une différence, elle est bien connue, entre le système français et le système belge. C'est pas seulement une différence de syndicalisme, c'est une différence de système social et politique qui est très différente. En Belgique, le taux de syndicalisation est au-dessus de 50%. Donc, évidemment, ça donne pas tout à fait les mêmes moyens, surtout lorsque l'unité syndicale se réalise, parce qu'ils ont aussi un syndicalisme assez divisé, séparé en tout cas. Il y a la grande tradition laïque socialiste et puis la tradition d'un syndicalisme chrétien très très implanté, plus qu'il n'a jamais été en France. Il y a un petit syndicat libéral aussi, qui s'appelle comme ça, mais qui quand même parfois se mobilise aussi contre les politiques néolibérales. Donc, quand ils arrivent à réaliser cette unité, évidemment, ils ont une force de frappe tout à fait considérable. Et là, ils ont organisé un mouvement comme il y a peu, même dans l'histoire de Belgique. Donc, 3 jours de grève successive par rotation entre les services, donc un véritable blocage du pays, une position unique des syndicats contre un gouvernement qui est déjà extrêmement faible. Il a mis beaucoup de temps à se constituer. Donc tous les effets de ce mouvement sont pas
encore connu. Ça a un peu ébranlé la société en Belgique, donc on va voir. Bon, c'est un peu sur les mêmes thèmes que dans les autres pays où il y a une résistance à la politique néolibérale qui franchit chaque jour des pas supplémentaires. Donc évidemment, le système social, la protection sociale, tout ça est au cœur des préoccupations. Il est tôt pour voir les effets, mais je pense que l'ampleur du mouvement va laisser des traces quand même. Mais peut-être un peu comme en France, c'est-à-dire avoir des traces politiques autant que des traces sociales. Mais bon, on va attendre. On va le déboucher politique en fait, voilà, même de façon décalée. Il faut suivre ça avec attention parce que c'est très important dans le syndicalisme européen aussi. Bien sûr. Peut-être de façon plus globale et structurelle sur le syndicalisme en France, on va revenir là. Je sais que vous avez travaillé pas mal sur la représentativité des uns et des autres, le pourcentage de syndiqués, enfin je liste la suite, après vous verrez dans l'ordre. Les secteurs où le syndicat est bien implanté et ses points faibles. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, les questions sont très larges, donc... Voilà. Oui, il faut en venir à l'essentiel. On peut faire de très longs développements là-dessus. Bon, ça fait très longtemps qu'on parle de la crise du syndicalisme. Bernard Tepper l'a évoqué évidemment dans son propos introductif. C'est un peu... Bon, alors aujourd'hui, on a dépassé un peu l'étape de la crise parce que la crise, c'est quelque chose qui dure pendant un temps. Enfin, c'est la fameuse phrase de Gramsci, c'est quand le vieux est mort et que le neuf n'est pas encore tout à fait né. Donc c'est quelque chose qui normalement est limité dans le temps. Là, le problème, c'est qu'on parle de crise du syndicalisme depuis 30 ans. Et on a le sentiment qu'on est plutôt aujourd'hui dans une phase stabilisée, mais stabilisée avec un taux de syndicalisation très faible. Mais c'est devenu quelque chose d'assez structurel. On est à quel pourcentage? Alors c'est discuté, mais bon, il y a eu une réévaluation par la DARES il y a quelques années. On était à 11-12, parce que très longtemps on a dit c'est moins de 10, c'est 8, etc. Donc là, même avec ce nouveau système de décompte, enfin d'observation, d'enquête, on arrive plutôt à quelque chose autour de 10-11. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça a un petit peu reculé. Il y a eu une petite montée qui a reculé un peu ces toutes dernières années. Alors bon, il faut attendre de voir les effets du mouvement de 2003 qui, semble-t-il, a conduit à un petit frémissement de syndicalisation qui n'a pas été très très durable, mais qui peut-être permet de regagner un petit point. Mais bon, on verra. En tout cas, on joue dans les basses eaux, dans comparaison internationale, la chose est connue. Il y a aussi, faut se méfier de ces comparaisons internationales parce que on sait pas, parce qu'on parlait de la Belgique tout à l'heure, mais en Belgique, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le système de gants, c'est-à-dire que les syndicats gèrent le chômage. Il n'y a pas France Travail, il n'y a pas Belgique Travail. Ce sont les syndicats qui gèrent les caisses de chômage, qui recueillent les cotisations des employeurs, des salariés et qui organisent la file d'attente, etc. Donc, les gens sont syndiqués parce que aussi, lorsqu'ils arrivent au chômage, leur dossier est traité et que la rumeur court que c'est mieux d'être syndiqué que de pas l'être. Donc voilà, tout le monde. Donc ça fait, si vous voulez, l'économie des services est très imbriquée dans le syndicalisme belge, y compris des mutuelles, y compris le système bancaire même. Il y a des qui sont ce qu'on appelait pilarisés à l'époque. Donc il y a diverses incitations, divers dispositifs sociaux et sociétaux qui sont associés à la syndicalisation. Un peu comme la FEN en France, jusqu'aux années 70-80, où il y avait ce qu'on appelait l'empire de la FEN, c'est-à-dire qu'autour du syndicat, il y avait une mutuelle, il y avait une coopérative, etc. Tout ça était lié au statut surtout des instituteurs d'ailleurs, mais aussi des professeurs. Et dans les écoles, les écoles de l'époque, la FEN venait en tant qu'institution présenter le package qui pouvait séduire. Donc l'adhésion était une sorte de norme comportementale, d'abord parce que le groupe était syndiqué, donc la façon d'entrer dans la vie professionnelle, on avait toujours le droit de pas se syndiquer, il y en avait qui ne se syndiquaient pas, mais bon, voilà, là, il fallait une bonne raison pour ne pas se syndiquer. Oui, je peux confirmer ça. En tant que jeune institut, quand on arrivait dans l'école, le directeur te donnait ta carte syndicale et te faisait adhérer à la MGEN, voilà. Pour ne pas la nommer, et parfois la Maïf quand tu avais déjà besoin et que tu étais motorisé. Non, c'est authentique. Aujourd'hui, on n'imagine plus du tout ça aujourd'hui. Oui, non, mais c'était le seul exemple. Enfin, il y a eu des exemples locaux dans certains endroits à Marseille ou autres où il y avait un espèce de couplage entre l'économie sociale et le syndicalisme, mais c'est extrêmement rare. Et ça, c'est depuis l'origine. C'est depuis même le milieu du 19e siècle où le mouvement mutualiste a été coupé organiquement du mouvement syndical. Et donc, ça a structuré un syndicalisme qui a toujours vécu, parfois même de manière
concurrente et opposée au mouvement mutualiste. On n'a pas du tout cette fusion historique qui a accompagné des taux de syndicalisation très élevés. En Allemagne, par exemple, Bismarck avait coupé ce lien parce qu'il voyait bien que les activités socialistes pouvaient permettre d'avoir un écho chez les travailleurs adossé à cette économie servicielle, on pourrait dire, avant la lettre. Mais dès que Bismarck a été chassé, dès que la loi sur les socialistes a été atténuée, les syndicats se sont emparés des mutuelles. Ça a été une vraie... parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un lien favorable à la syndicalisation. En France, le syndicalisme à ses origines s'est toujours détourné de ça, ou on a été détourné par les pouvoirs publics. Donc après, le syndicalisme révolutionnaire en a fait une sorte de doctrine, mais il s'est aussi coupé de cette ressource de syndicalisation. Et on traîne un peu ça. Bernard Tepper évoquait l'économie des services, etc., le syndicalisme de services. Bon, je suis pas sûr que ça soit une piste véritable, parce que l'économie des services aujourd'hui, elle est extérieure au mouvement syndical. Elle passe par l'économie sociale et solidaire, etc., qui est plus bas. Alors même si les liens avec le syndicalisme existent, bien sûr, les retraites complémentaires, tout ça vit un peu dans un écosystème dans lequel sont les syndicats, mais le mutualisme n'est pas une ressource de syndicalisation, alors qu'on peut trouver ça dans d'autres systèmes. Donc, et puis aussi le bénéfice des conventions collectives, par exemple en Belgique, pour bénéficier d'une augmentation de salaire qui a été négociée, il faut être adhérent du syndicat. En Allemagne, c'est pareil, en principe. Bon, les employeurs sont pas fous, donc ils étendent le bénéfice, y compris à ceux qui sont pas syndiqués. Mais en France, il n'y a rien de tel. Les conventions collectives sont étendues par la puissance publique, en tout cas jusqu'à une période récente, ils l'étaient de manière systématique. Et du coup, la syndicalisation, si vous voulez, est déliée de toute situation des travailleurs. Au fond, ils peuvent accéder à toute l'économie des services, les mutuelles, l'assurance, les choses comme ça, sans passer par le syndicat. Et même l'augmentation de salaire, ils ont souvent l'impression qu'elle tombe du ciel. Oui. Même si elle a été négociée au niveau des branches par les syndicats, ou même si elle a été négociée au niveau de l'entreprise par un accord salarial. Donc, alors c'est pas la seule explication. La division syndicale évidemment pèse, surtout lorsque les syndicats sont opposés entre eux. Ça conduit à une certaine prise de distance. Bon, je pense que l'état actuel de notre syndicalisme est le produit d'interactions de facteurs divers, mais qui jouent tous dans le même sens. Et vous parliez des déserts syndicaux, évidemment, c'est une réalité. On sait que la faiblesse endémique de notre syndicalisme aujourd'hui, et depuis 30 à 40 ans, elle se situe dans le secteur privé, qui avait quand même été le fondement le cœur industriel a été le fondement de la reconstitution des syndicats après-guerre, et tout ça a disparu très vite avec la désindustrialisation massive des années 70-80, après les privatisations. Il y a eu une phase de nationalisation en 81, 82, et après la privatisation a ramené ces entreprises-là, ces grandes entreprises qui avaient du coup dû faire un peu de place au syndicalisme, et revenu au statut commun d'entreprises privées, de réduction d'emplois, etc. Et quand vous aviez des boîtes comme Alcatel qui disaient que leur idéal était de ne pas avoir d'usine, évidemment pour le syndicalisme c'est un choc. Donc ça a détruit beaucoup de bases industrielles, et les syndicats n'ont pas su. Là il y a un vrai souci, c'est à s'acclimater à ce nouveau régime de fonctionnement du secteur privé, c'est-à-dire que la valeur n'est plus créée uniquement dans des grands monopoles ou dans des grandes entreprises dans lesquelles évidemment il importait d'être présent, mais la valeur elle est créée aujourd'hui à travers les chaînes de valeur, et c'est-à-dire la sous-traitance en cascade qui caractérise notre système économique, et dans lequel les syndicats se sont retrouvés, dans le meilleur des cas, lovés chez le donneur d'ordre principal, c'est-à-dire en haut de la chaîne des valeurs, sans avoir une très grande prise sur la fabrication des salaires et des conditions de travail dans les entreprises de la sous-traitance, dans cette chaîne qui descend très bas parfois, des niveaux 6-7 de sous-traitance sur lesquels les syndicats n'ont absolument aucun contrôle, aucun droit syndical, parce que c'est souvent des petites boîtes ou des entreprises de taille intermédiaire. Et donc les déserts syndicaux aujourd'hui, c'est quand même essentiellement le secteur dit privé, le secteur concurrentiel. Entre autres les TPE, où il y a quand même 5 millions de bien sûr, tout à fait. salariés. Bernard, je crois que tu voulais poser des questions. Oui, mais est-ce que, par exemple, c'est pas également dû au fait que le syndicalisme tarde à se renouveler, par exemple, de donner plus de poids à l'intérieur du syndicalisme aux unions locales? Alors, quand on a affaire à des petites entreprises, c'est quand même ça semble plus facile de travailler à partir d'unions locales
que de travailler à partir d'une fédération, à partir du moment où on a pu les Renaud Billancourt qu'on a connus dans le temps. Alors, c'est vrai que quand on parle de désaffection ou de crise syndicale, on a tendance à insister sur les grandes causes structurelles. J'en ai évoqué quelques-unes, il y en a d'autres, mais on oublie parfois de mettre l'accent sur la contribution que le syndicalisme lui-même a apportée à son propre déclin. Moi, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Dans mes écrits, je précise toujours le statut de ma critique. C'est une critique avec. C'est-à-dire, il y a des gens qui se plaisent à dézinguer les syndicats en disant que tout ça c'est ringard, c'est inutile, etc. Non, moi, c'est aussi le produit de mon histoire, mais c'est une conviction vraiment très enracinée. Je pense qu'une société où le syndicalisme se porte mal est une société qui se porte mal. Elle a plein d'autres raisons de se porter mal, mais le syndicalisme est un vecteur important de la sécurisation sociale des travailleurs, et c'est pas rien dans la vie démocratique et politique des sociétés. Donc c'est un élément très important, mais on a connu en France une déstabilisation du champ politique, que d'autres pays connaissent aussi, mais le syndicalisme n'a pas forcément toujours pris les moyens qui auraient convenu pour sortir en meilleur état de tout cela. Il y a ce que vient de dire Bernard Tepper, c'est sûr que la transformation du système économique sur laquelle se fonde quand même l'activité syndicale, le système a profondément changé et le syndicalisme n'a pas bougé ses structures. La CFDT a une plus grande souplesse d'organisation, paradoxalement parce qu'elle est assez centralisée. C'est-à-dire que, mais ça vaut aussi pour les entreprises, c'est-à-dire que lorsque un danger est perçu au sommet et que c'est centralisé, on peut prendre des dispositions plus facilement que dans un grand corps très décentralisé où pour bouger, il faut que tout le monde ait compris, jusqu'au dernier des adhérents d'en bas, qu'il fallait bouger. Et je pense que la CGT est en train elle a perdu beaucoup de dévitalisation à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle est, par construction, c'est une construction historique, qui a beaucoup abusé parce qu'on pensait, comme très longtemps quand même la CGT est restée elle a accompagné la vie du Parti communiste, en gros. Tout le monde pensait, il n'y avait pas que les communistes à la CGT, loin s'en faut, mais la structuration était quand même très très proche du parti. Elle a parfois même un peu suivi les orientations changeantes du PC. Ça l'a pas toujours aidé à stabiliser son assise parmi les travailleurs, mais du coup, on en tirait une certaine cohérence de la CGT. Et aujourd'hui, évidemment, le lien s'est passablement distendu, et là se voit ce qu'est la CGT, c'est-à-dire, au contraire, une organisation extrêmement décentralisée, qui n'a pas et même le principe fondamental, c'est le fédéralisme, dit-on, dans cette maison. Alors, un fédéralisme un petit peu particulier, qui est traduit par les responsables de la CGT. En gros, je schématise, mais à peine, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. C'est ça le fédéralisme à la CGT. Y compris le Congrès confédéral peut prendre des décisions, voter laborieusement des rapports, des résolutions, etc. Mais une fois rentrés chez eux, les gens reprennent business as usual et chacun fait... Alors, la Confédération a perçu ces évolutions, qu'il faudrait peut-être réallouer un certain nombre de moyens, que ce soit des droits syndicaux, que ce soit des moyens financiers. Il y a eu des décisions prises, ce que la CGT appelle le FNI, le fonds d'organisation, donc d'essayer de mutualiser un petit peu les forces, mais elle n'y est pas parvenue. Effectivement, sentant l'affaiblissement, les fédérations se sont plutôt crispées sur l'existant, en essayant faut savoir quand même, faut se rappeler qu'entre 1979 et 1991, la CGT a perdu 2/3 de ses adhérents. C'est pas rien. À une période où elle avait construit Montreuil, parce que Montreuil, le site confédéral qui était censé répondre aux besoins d'une organisation à 3 millions d'adhérents, c'était ça au début. Après la progression de la CGT dans les années 70, elle a eu un petit rebond après 68, donc on était quand même encore dans une période jusqu'à la grande crise, le milieu des années 70, le syndicalisme se portait pas si mal. En nombre d'adhérents était plutôt tendanciellement en croissance, les rapports unitaires étaient convenables, donc tout ça trouver ses marques en tout cas dans un capitalisme qui était, enfin, c'est pas qu'il connaissait pas de crise, mais c'était avant quand même la grande rupture. Donc, ce qui s'est passé a vraiment complètement pris de court le développement syndical. Et la CGT, du coup, s'est crispée. Et les structures qui ont tenu le choc, c'est les fédérations. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des ressources financières, parce qu'elles maîtrisent le droit syndical, parce que le droit syndical en France, il est produit par les entreprises, dans les entreprises. Et que les structures
vous avez raison, Bernard, de rappeler que les structures locales ont toujours joué un très grand jeu. Moi, j'ai encore regardé ça il n'y a pas très longtemps parce que la CGT m'avait demandé de faire un petit historique justement de la politique de structuration de la CGT. On voit que dans les grandes phases de syndicalisation, 36, après la Deuxième Guerre mondiale aussi, la CGT a connu un grand développement, les structures locales ont joué un rôle énorme. La structuration, l'implantation, la consolidation des équipes militantes, ça passait par les unions locales. Elles avaient une véritable vitalité. Or, elles l'ont perdue parce que il y a eu une perte de substance qui fait que tout le monde s'est replié sur l'essentiel. Donc les militants d'entreprise se sont repliés sur leur entreprise. Le système de représentation s'est beaucoup focalisé sur l'entreprise. Alors c'est un produit involontaire des lois Auroux qui visait à donner du pouvoir aux syndicats dans l'entreprise, mais du coup ça a assigné les syndicats au travail d'entreprise. Donc on le voit bien quand on retrace l'évolution des centrales. Aucune n'y a échappé complètement. C'est que les militants, devenus de moins en moins nombreux, se sont concentrés sur la négociation annuelle obligatoire, qui a vu multiplier le nombre de ces thèmes. Et finalement, les syndicalistes sont devenus des négociateurs en chef, et ils ont passé leur temps à ça. Donc les noyaux militants se raccourcissaient, ils ont été absorbés dans l'institutionnel, et se sont coupés, même très souvent d'ailleurs, des travailleurs de leur propre entreprise. Alors ne parlons pas de ceux de la sous-traitance, ne parlons pas de ceux qui sont dans l'environnement local. Et avant, par exemple, les fédérations industrielles, elles s'occupaient de petites entreprises il y avait quelques adhérents ici ou là, mais il y avait quand même un rayonnement du syndicat à partir des entreprises où ils étaient établis. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu des syndicats qui se sont rabougris au sein des entreprises en se coupant du tissu local. Juste une question avant la coupure musicale. Même dans le syndicalisme de la fonction publique, il y a des écarts importants au niveau de la syndicalisation. Est-ce que on a une réponse à cela ? Pendant quelques années, en tout cas, le syndicalisme dans la fonction publique a maintenu ses forces. C'est-à-dire que la première fuite massive, elle est venue du privé. C'est les années 70-80. Après 83, on voit une tendance à la désyndicalisation dans la fonction publique elle-même, y compris la fonction publique de l'État, qui était le berceau. Donc il y a effectivement aussi de ce côté-là. Et puis je pense que c'est pas deux univers coupés, et que la désyndicalisation accrue du secteur privé a fini par avoir des effets sur la fonction publique, parce qu'en réalité il y a des ménages qui sont mixtes. Dans la société, il n'y a pas de coupure comme ça entre les gens qui travaillent dans la fonction publique et ceux qui travaillent ailleurs, et que la désyndicalisation du privé a eu des effets. Moi je dis que les déserts syndicaux ont fini par asphyxier les endroits où la syndicalisation était encore assez forte. D'ailleurs j'ai utilisé une formule que Bernard Thibault avait utilisée à l'ouverture d'un congrès confédéral et que je trouve très juste, où il disait: pour être fort chez soi, il faut être fort partout. Et ça, c'est contre-intuitif, parce que d'habitude, on disait, oui, mais on sera fort partout, il faut commencer par être fort chez soi. Bon, ce qui n'est pas faux non plus, bien sûr. Mais que ça veut dire, en fait, cette formule pouvait dire que s'il y a de la désyndicalisation ailleurs, ça va finir par peser sur ce qu'on fait soi-même. Et je crois que c'est vraiment ce qui est arrivé. On va reprendre tout ça, donc on va enchaîner par une petite pause musicale. Je présente quand même la chanson, parce qu'on a beaucoup parlé de la CGT. Surtout pour moi, c'est délicieux. La lutte est belle, chanson créée pour les 130 ans de la CGT et qui fait partie du CD qui a été fait à l'occasion. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Mais quand chanterons-nous le temps des cerises? Oh, et partisans, c'est l'alarme. Avec ou sans papier, solidaire, on résiste motivé pour la lutte finale. Car on entend déjà la révolte qui gronde de Paris jusqu'à Nouméa. Égard à la revanche, c'est la fin de leur monde. Si l'on tire ensemble, il tombera. Allez, vamos, andiamo, yalla. La lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, même s'ils ne veulent pas, on est là. Amis ou camarades, continue le combat. Ça ira, on est là. Regarde pas en bas, c'est là-haut qu'on nous broie. Ça
ira. On est là, regarde pas en bas, c'est là-haut. Et bourgeois, entends-tu le son de la colère descendant des gueux des oubliés? On lâche rien debout les damnés de la terre. On avance toujours le poing levé. Toujours le y a pas d'arrangement, notre monde est en flamme. Entends déjà le bruit des armes. C'est l'hymne de nos campagnes dans une rue de Paname. On emmerde le Front National. On emmerde le Front National. Allez, vamos andiamo, yalla. La lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, même s'ils ne veulent pas, on est là. Amis ou camarades, continue le combat. Ça ira, on est là. Regarde pas en bas, c'est là-haut qu'on nous voit. Ça ira, on est là. Regarde pas en bas, c'est là-haut. Là-haut. Tout là-haut. On est tous chez nous. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Façonnons un monde meilleur. Gilets jaunes et communes, des corons au canut. On chante l'honneur des travailleurs. On l'appellera révolution permanente si les loups rentrent dans Paris. Crions pour éviter les semaines sanglantes. Siamo tutti antifascisti. Allez, vamos andiamo, yalla. La lutte est belle, ces chansons éternelles. Allez, même s'ils ne veulent pas, on est là. Amis ou camarades, continue le combat. Ça ira, on est là. Regardez pas en bas, c'est là. On est là. Ça ira, on est là. Regardez pas en bas, on y va. Au Front National, la vieillesse aussi, puis c'est tout. Voilà, il y a pas mal de choses dites dans la chanson. Donc, en parlant de la CGT, une petite pensée solidaire pour Sophie Binet, poursuivie en justice par Madame Menton, patronne, qui trouve que le Rassemblement national est fréquentable. Donc, tout est pratiquement dit. On va juste rappeler pourquoi Sophie Binet est poursuivie, même si je pense que la justice sera assez intelligente. Elle a dit en parlant de Bernard Arnault, un exploité parmi les exploités. Ses propos, ses comportements de ces grands patrons sont à l'image du comportement de ces grands patrons qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Tout ce qui les intéresse, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire que c'est les rats qui quittent le navire. Eh ben, moi, j'ai envie de dire que c'est les rats qui devraient porter plainte pour être comparés à Bernard Arnault. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va reprendre peut-être là-dessus. Est-ce que, bien sûr, les questions, est-ce que tu as connaissance d'expériences, justement, où il y a des structurations, parfois dans des départements, dans des communes, ou même à l'étranger, hein, d'ailleurs, justement, qui essaient de répondre à cette fragmentation du salariat, parce que c'est quand même un problème essentiel pour le syndicalisme aujourd'hui. Je pense pas qu'en France, d'ailleurs. Oui, ce sur quoi on est arrivé tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance du niveau local dans la structuration. Alors, il y a des traditions aux États-Unis, les locals jouent un rôle depuis très très longtemps. Bon, le syndicalisme américain se porte pas forcément beaucoup mieux que le syndicalisme français, peut-être même encore moins facilement. Ils ont parfois utilisé le système qui s'appelle l'organizing, c'est-à-dire de dédier des gens spécifiquement, les rémunérer pour ça avec des objectifs de syndicalisation. Bon, ça a ses limites. La CFDT avait fait ça, je crois, avec les développeurs. Absolument. Bon, elle a interrompu ça, mais
Pas forcément parce que c'était totalement inefficace, mais bon, c'était au tournant des années 2000 où au niveau interne, la CFDT connaissait pas mal de difficultés, donc ça apportait pas mais je pense que l'idée du développement, c'est-à-dire prendre la question du développement syndical comme une question en soi, c'est vrai que la CFDT elle a traité cette question de manière beaucoup plus structurelle que la CGT. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une organisation plus centralisée, donc quand elle définit une priorité, elle se donne les moyens de le décliner et de le mettre en œuvre, et c'est une difficulté sur laquelle bute en permanence la CGT, ce fameux fédéralisme qui fait que l'impulsion confédérale est très difficile parce que il faut en passer par l'accord de toutes les structures intermédiaires. Alors l'étranger, j'ai un petit peu cessé de regarder précisément, puisque pendant très longtemps à l'IRES on faisait beaucoup de ça, du regard international plutôt que de la comparaison, mais de s'instruire quand même de ce qui se passe, parce que historiquement dans le syndicalisme il y a eu quand même beaucoup d'influences croisées entre les pays. J'avais étudié ça dans mon cadre doctoral, ça m'a beaucoup occupé, et c'est une recherche assez riche. Aujourd'hui, ça passe pas forcément, l'influence entre les organisations n'est pas très manifeste, mais le regard sur l'étranger apporte toujours des choses assez instructives. Les expériences de syndicalisme. Il y a surtout ce que j'évoquais tout à l'heure, des différences structurelles entre les syndicalistes. Donc c'est très difficile d'aller prendre des recettes qui existeraient ailleurs parce qu'elles s'impriment dans des tissus locaux. Le tissu local est très important en Angleterre, par exemple. Il a beaucoup servi. Alors les syndicats anglais ont plus d'adhérents que les syndicats français, mais ils sont passés quand même par de grandes crises après la période Thatcher, et eux aussi ont vu un peu disparaître leur syndicalisme industriel, mais il s'est recomposé dans les services, et on a vu ces dernières années d'ailleurs des grandes mobilisations de défense autour du système de santé, donc il y a eu une recomposition, il y a plus de femmes que d'hommes dans le syndicalisme britannique par exemple, donc c'est un syndicalisme et le niveau local a effectivement beaucoup d'importance. Mais alors dans le syndicalisme français, oui, bien sûr, il y a des choses qui se font. La CFDT a adopté une structuration assez large, c'est-à-dire qu'elle a toujours récusé la notion de syndicat d'entreprise. Depuis la CFDT est née en 1964 d'une transformation de la CFTC, donc elle a accordé beaucoup d'importance à son implantation industrielle, et elle a toujours souhaité ne pas se laisser enfermer dans l'entreprise. Donc le modèle du syndicat d'entreprise chez eux c'est pas le modèle référentiel. Il y a des sections syndicales dans l'entreprise, mais elles sont toujours liées à un syndicat qui a une base territoriale, donc en général le département. Avec l'affaiblissement des syndicats, évidemment, la tendance a été de faire des syndicats à base géographique beaucoup plus large. Parfois c'est régional, dans certains secteurs, donc un syndicat au niveau régional, le contact qu'il a avec ses équipes d'entreprise, quand on regarde bien tout ça fonctionner, finalement ils sont presque autant autonomes qu'à la CGT. Mais quand même, statutairement, il y a cette corde de rappel qui est que le délégué syndical d'entreprise, il est désigné par le syndicat. Donc il y a toujours quand même ce regard un peu extérieur. La CGT, son modèle canonique, c'est le syndicat d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un frein tout à fait considérable. Mais il y a des endroits qui... alors c'est un débat en ce moment d'ailleurs, ça sera probablement un des débats du congrès à venir de la CGT qui porte aujourd'hui beaucoup sur sa structuration. Ils ont quand même fini par comprendre que on peut plus continuer comme ça. Il y a beaucoup d'adhérents de la CGT qui n'ont pas de structure de rattachement parce que la structuration n'est pas adaptée à ce qui est devenu la dynamique du salariat. Donc là, peut-être des décisions seront prises qui réaccorderont. Alors il y en a qui n'ont pas attendu ça pour se bouger. Donc il y a des militants. C'est assez volontariste, mais il y a aussi des syndicats. Il y a des tensions d'ailleurs entre certaines fédérations et certaines unions départementales pour constituer des syndicats à base géographique. Alors le commerce est un des points. Par exemple, il y a évidemment le commerce, c'est énormément de salariés. J'ai plus de chiffres en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est plus que l'industrie. Et il y a un déficit d'implantation
qui est assez général, encore que c'est toujours difficile dans le commerce. Moi, j'ai souvenir de collègues venant d'Allemagne étudier comment les syndicats français avaient pénétré Lidl, ce que les syndicats allemands n'arrivent pas à faire. Alors, il n'y a pas une implantation syndicale rayonnante, triomphante à Lidl, mais les syndicats français arrivent à y faire plus de choses que les syndicats allemands dans leur propre secteur du commerce. Donc, c'est vraiment un terrain très important. Donc, la structuration d'une fédération qui est pas très bien structurée. Alors, il y a des débats, il y a des tensions, etc. Il y a d'autres secteurs qui cherchent à créer des syndicats de nature départementale. Et puis, il y a aussi une tentative d'organisation des adhérents dispersés. Ce qui est incroyable, c'est que tous les syndicats ont sur leur site national, une petite case que vous pouvez cocher. J'adhère à la CGT, à FO, à la CFDT, etc. Donc, une fois ce clic fait, il faut juste renseigner et normalement, on est contacté par la structure correspondante. Mais à la CGT, il y a énormément de gens qui cliquent mais qui n'ont pas de structure correspondante. Et donc, on a beaucoup de mal à les réaffecter à une structure. Donc, ils sont dans des structures qu'on appelle des isolés. Alors, c'est étonnant parce que quand on clique pour adhérer au syndicat, normalement, c'est pour sortir de l'isolement. Et quand ils arrivent, on les met dans une structure d'isolés. Ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, le résultat, c'est qu'évidemment, ils restent pas très longtemps. Puisque, ils avaient envie de faire des choses, mais ils ont pas le lieu pour les faire. Donc, on a ce phénomène de syndicalisme passoire, où le problème pour les centrales, c'est pas tellement de faire des adhésions, parce qu'ils en font, c'est de les garder. Ou de garder ceux qui sont il y a un turnover impressionnant. 37% des adhérents actuels de la CGT, ils sont depuis moins de 5 ans. Alors, on peut le lire de deux manières, en disant c'est super, ça veut dire qu'il y a un attrait, il y a du renouvellement, il y a un attrait des jeunes. Alors, ceux qui adhèrent sont pas forcément toujours des jeunes. En tout cas, des jeunes au sens biologique du terme. Ils sont jeunes en syndicalisme. Mais jeunes adhérents, mais pas forcément jeunes biologiques. Voilà. C'est plutôt souvent des trentenaires, etc. Mais ça, c'est pas... on peut en discuter, c'est un autre sujet, mais c'est pas anormal. Les jeunes ont toujours été un problème pour le syndicalisme, même si la date à laquelle on est plus jeune a pu bouger dans l'histoire, c'est lié au rythme d'intégration dans le travail aussi. Et donc, comme celui-ci, il y a toujours une étape de précarisation plus ou moins longue avant d'entrer, donc ça diffère en général la question de l'adhésion. Donc le problème, c'est pas tant les très jeunes... C'est un problème aussi, il est très jeune, mais c'est surtout après, c'est ce moment de l'insertion dans une relative stabilité professionnelle, c'est ça le moment où le choix de la syndicalisation n'est pas fait comme il pourrait l'être. Et donc, alors il y en a qui ont créé des structures d'attente un petit peu, on pourrait dire des pouponnières à syndicats, donc qui regroupent sur une base un peu, vous êtes syndiqué, donc vous êtes à tel syndicat alors c'est pas un syndicat des isolés, mais presque une structure d'attente, qui est parfois appelé syndicat multiprofessionnel. Oui, ou syndicat d'activités diverses. Voilà. Parce que ça permet d'avoir un peu tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux permanences syndicales, permanences juridiques, du privé en particulier, des toutes petites... Donc il y a quand même un contact. Oui. Et le problème, c'est effectivement comment on inscrit dans la durée le lien avec ces salariés qui retournent après dans la boîte et qui se retrouvent de nouveau isolés. Voilà, alors ceux qui vont vers ces modes d'organisation locale disent quand même que la dimension professionnelle reste structurante, quoi. C'est-à-dire que des syndicats, entre ceux qui travaillent dans une petite société d'études, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui sont dans une entreprise, les réunir, c'est sympathique, mais ça fait pas de l'associatif, quoi. Enfin, de l'associatif au sens de l'association, au sens de l'action ensemble, quoi. C'est difficile. Donc la base professionnelle reste quand même une référence importante. C'est pour ça que les structures qui captent un peu tout le monde, c'est mieux que de ne pas en avoir, parce que sinon les gens s'en vont. Mais la préoccupation qu'ils ont, alors je vois dans la région parisienne, il y en a une qui fonctionne très bien là-dessus, c'est Malakoff. Il y a autour de l'union locale, la CGT a créé un syndicat multiprofessionnel, mais leur souci, c'est de ne pas perdre les adhérents dispersés, donc de leur maintenir un lien dans lequel ils peuvent se sentir utiles et voir les autres, mais aussi de les structurer professionnellement, d'avance. Enfin, si vous voulez, c'est pas une structure qui a une cassade fin en elle-même. Elle est là comme structure provisoire, donner du sens, faire prendre goût à la rencontre des autres, mais il faut arriver à construire du professionnel dans un moment où le professionnel se recompose, parce que qu'est-ce que ça veut dire le professionnel?
professionnel. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, un syndicat qui est dans la métallurgie parce que son entreprise est dans la métallurgie, est-ce que ça peut être le seul horizon, la seule définition du professionnel? Alors que il peut avoir dans l'entreprise même des prestataires qui donc des gens qui sont rémunérés par un autre employeur, qui participent à la création du bien ou du service, mais qui peuvent relever d'une autre branche professionnelle. Je sais pas, dans l'automobile, les gens qui montent les tableaux de bord, ils relèvent de la plasturgie, ils sont pas métallurgistes, pas automobiles, enfin bon, il y a l'électronique aussi. Donc tout ça, comment arriver à recomposer du professionnel à partir d'identités qui ont quand même profondément changé. L'interaction entre les professions a beaucoup changé avec la progression économique, quoi, avec le changement industriel. Il y a aussi toute la place de la sous-traitance. Je sais qu'à un moment, Sudrail avait essayé, je crois qu'il continue, d'organiser les travailleurs et travailleuses du nettoyage, qui nettoient sur les sites SNCF. Mais une des difficultés qu'ils avaient, ils expliquaient, c'est qu'en fait, les travailleurs et les travailleuses du nettoyage, ils peuvent changer de chantier et donc ne plus relever de la SNCF pour limiter. Donc le problème, c'est d'avoir la structure qui s'adapte aussi en permanence. C'est un peu ce qu'essaye de faire le collectif des travailleurs sans papier de Vitry, même s'ils sont pas qu'à Vitry, où là, en fait, c'est des salariés, alors bon, avec toutes les difficultés quand on n'a pas de papier, bien sûr, mais qui changent d'employeur, y compris dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils passent d'un intérim à l'autre, du nettoyage à la sécurité, parce qu'ils sont employés ou à l'hôtellerie ou à la restauration. Donc, comment on organise tout ça? Alors, le truc qu'ils ont trouvé, eux, c'est qu'ils font des actions, de temps en temps. Alors, ça fait partie de l'engagement, si tu fais partie du collectif, d'aller voir le patron, parfois pour un copain, parce qu'il n'a pas sa fiche de paye, parce qu'il n'a pas été payé, parce qu'il lui manque le document administratif pour pouvoir être régularisé. Donc sur des objectifs très ciblés, qui sont du syndicalisme en vérité. Bien sûr. Bien sûr. On va enchaîner peut-être du coup. Alors il y a des gens qui disent que par rapport à toutes ces difficultés, il y aurait une réponse magique. Moi je crois pas. Ça serait la réunification syndicale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus sur parce que ça ressort dans les milieux syndicaux, ça serait la solution magique Quelle réunification d'ailleurs, quel périmètre et pour faire quoi? Oui, alors ça, ce terme mettre en avant la réunification, c'est le meilleur moyen de se planter et qu'il ne se passe rigoureusement rien. D'abord, réunification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été unifié antérieurement. C'est pas le cas. Bernard Tepper a rappelé en introduction que le syndicalisme en France, comme dans la plupart des autres pays européens d'ailleurs, c'est une construction duale. Elle est nourrie d'abord par l'histoire longue du mouvement ouvrier et après survient à la fin du 19e siècle les constructions de syndicalisme chrétien ou catholique, enfin chrétien en général, mais enfin c'est l'Église catholique qui était à la manœuvre quand même. Donc, et alors, évidemment ces deux formes-là ont beaucoup évolué. Le syndicalisme chrétien en général est sorti de la référence confessionnelle. Parfois c'est mêlé, comme en Allemagne, les circonstances historiques, Hitler aidant, les syndicats sont ressortis sous une forme unifiée après la Seconde Guerre mondiale. Il y a pas de syndicalisme chrétien, enfin il y a quelque chose, mais qui ne pèse pas beaucoup. Le tronc historique du syndicalisme chrétien en Allemagne a été fondu dans le DGB en 1945. Bon, chaque pays a son histoire particulière, mais partout en Europe, en tout cas, le syndicalisme, c'est le produit de ces deux dynamiques-là. L'une l'emportant historiquement sur l'autre en nombre, le syndicalisme de tradition socialiste, alors je dis socialiste au sens large, au sens du 19e siècle, étant en général le tronc principal, mais parfois, je n'évoquais la Belgique tout à l'heure, le syndicalisme chrétien belge est plus puissant et plus répandu dans la nouvelle économie que le syndicalisme de tradition socialiste, la Fédération Générale des Travailleurs Belges. Donc, on a en permanence ces deux traditions-là, et l'idée de les unifier serait une idée nouvelle, parce que là, c'est pas une question de réunification. Ils ont jamais été unis, ils ont même été concurrents. Le syndicalisme chrétien a été stimulé par le Vatican à la fin du 19e siècle pour concurrencer le syndicalisme socialiste, athée, marxiste, etc. Donc, c'était une lutte idéologique pour conquérir l'imaginaire des ouvriers qui, alors dans certains pays comme la France, s'éloignaient de plus en plus de la
la référence religieuse. Bon, donc tout ça, c'est des batailles de très long terme. Je pense que avant de parler de réunification, déjà, la phase la plus importante, c'est une construction de rapprocher les syndicats. Moi, j'ai souvent écrit là-dessus. C'est un peu mon obsession. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à trouver des aménagements raisonnables entre les différentes identités syndicales, on s'en sortira pas. Le capital est beaucoup plus fort. Enfin bon, on le voit bien en ce moment, tout bouge. Ce que vous avez évoqué là, c'est on aurait pu rajouter le statut d'auto-entrepreneur par exemple. Les syndicats ont réussi, en particulier la CFDT d'ailleurs, à s'implanter chez les transporteurs routiers. Mais aujourd'hui, c'est quoi le modèle économique des transporteurs routiers? C'est de rendre chaque routier, chaque conducteur auto-entrepreneur qui a racheté son camion à l'entreprise, qui est endetté donc pour 10, 20, 15, 30 ans, etc. Et donc il y a plus de c'est plus un corps salarial avec des revendications partagées, c'est devenu une myriade d'auto-entrepreneurs. Donc c'est impossible d'organiser de l'action collective dans un univers comme celui-là. Enfin, c'est impossible, c'est compliqué, ça rend les choses évidemment beaucoup plus compliquées. Il y a tout ce que vous évoquez, et on parle aussi les livreurs à vélo, etc., qui peuvent aussi devenir auto-entrepreneurs. Enfin bon, le système économique s'est doté de plein d'outils pour disperser les salariés et empêcher l'action collective. Bon, c'est une vieille règle du capitalisme, hein. Mais bon, avec des moyens aujourd'hui que le travail de plateforme, etc., évidemment, favorise et encourage. Et là-dessus, c'est vrai que les syndicats, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal d'abord à utiliser ces outils-là aussi à leur avantage, mais c'est aussi que ces outils-là individualisent le rapport au travail. Là où la seule chance qu'ont les syndicats, c'est de mettre du commun, de mettre les gens ensemble. Bon, c'est la question de l'association traverse tout le 19e siècle. C'est la loi de 1884, c'est ça qui permet la possibilité de s'associer au grand jour, c'est ça qui permet l'action collective. Je pense qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, il naît dans l'activité de travail, où les gens sont de plus en plus isolés. Et tout a été fait pour la notation, l'entretien individuel, tout a été fait pour faire en sorte que le rapport au travail soit vécu sur un mode individuel. C'est une source d'aliénation considérable, et on sait bien qu'aujourd'hui, une des raisons de la montée du ressentiment qui favorise les idées du Front National, elle naît dans l'activité de travail. C'est-à-dire qu'on a dissocié les collectifs, les gens vivent leur rapport au travail sur un mode souvent culpabilisé, ils intériorisent la contrainte, et alors ça provoque les accidents, le suicide au travail, etc. Tout ce qu'on voit, cette dérégulation du travail qui est assez... dont les DRH d'ailleurs commencent à discuter sérieusement, hein, c'est-à-dire ça pose un problème, ils comprennent pas toujours bien ce qui se passe, enfin moi non plus, hein, j'ai pas de prétention là-dessus, mais il y a quand même certains travaux qui commencent à montrer que la question du sens du travail devient déterminante. Quand on parle de la retraite et de la difficulté à prolonger la vie active, on parle du travail, en réalité. Pourquoi, en France, les gens veulent pas travailler plus longtemps? Parce que le travail est devenu insupportable. C'est pas un désir de paresse. Il y a souvent des gens, même, qui ont du mal à passer à la retraite, parce que quand même, le sens du travail, c'est une composante importante de leur rapport aux autres, de leur rapport à la société. Et donc, je pense qu'il faut d'abord que les syndicats traite davantage de cette question du rapport au travail. Alors, la CFDT a une grande enquête toujours en cours sur le travail. La CGT y a investi aussi à une période. Je pense que c'est en plus un terrain sur lequel il n'y a pas de division syndicale accumulée. Hein, les approches de la retraite sont différentes entre les syndicats, mais par contre, sur la question du travail, il y a un domaine d'action collective. Et je pense que c'est ces constructions-là auxquelles, après, on verra, l'unité syndicale, elle se fait d'abord sur des objectifs revendicatifs. Prenons par exemple, depuis quelques années, il y a des actions communes, par exemple, entre CGT, FSU, Solidaire. Mais on ne voit pas, je dirais, une augmentation. Alors je parle pas de la réunification de ces structures, mais même de rapprochement. On a l'habitude éventuellement de signer des textes avec ces trois-là. Et puis, voilà. Donc ça, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire... Alors, si, entre la FSU et la CGT, il y a un processus de rapprochement. Oui. Avec l'idée qu'a avancé la FSU, que la CGT s'est
pas trop dans son vocabulaire, mais cette idée de maison commune. Hein, il y a eu l'idée de, voilà, c'est pas la fusion n'est pas à l'ordre du jour. Ça serait compliqué et personne n'a trop ça en tête. Mais cette idée quand même d'institutionnaliser quelque part les rapports unitaires qui se sont constitués, soit sur des terrains revendicatifs, parce que dans l'éducation nationale, qui est quand même le lieu majeur de la FSU, avec l'affaire que CFD-CGT, il y a eu des rapprochements. Avant, ils étaient un peu très compétitifs. Là, il y a quand même des accords, voire des listes communes, parfois aux élections. Donc, mais l'idée étant d'institutionnaliser ça, de marquer que... Alors, Solidaire est très réticent vis-à-vis de ça, parce que, eux, il y a des endroits où Solidaire, il s'est constitué par des gens qui voulaient pas aller à la CGT. Donc, c'est vrai. Ou pas à la FSU. Ou pas à la FSU, absolument, oui. C'est l'éducation, ils voulaient pas aller au SNES, et puis Sudrail, par exemple, c'est pas la peine de leur parler de rejoindre la CGT. S'ils ont créé Solidaire, c'est pour ne pas aller à la CGT. Donc tout ça est compliqué. Il faut du temps, mais il faut une volonté aussi. Hein. Il faut une volonté et la prise de conscience que là, il y a un discours qui dit oui, ensemble, on n'arrivera pas à grand-chose. Le problème aujourd'hui, c'est que tout seul, on n'arrive à rien. Et je pense qu'il faut quand même que la conscience de ça rentre. Et à partir du moment où les gens travaillent ensemble, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Une question qui me taraude, c'est l'augmentation du nombre de décès au travail. 2 décès par jour, si on compte le transport, 3 décès par jour, et ça ne fait qu'augmenter. Oui, bien sûr, mais c'est le témoignage de ce que je disais sur le fait que, alors, les lois Macron, là, les ordonnances de 2017 ont aggravé les choses. C'était fait pour ça, c'est-à-dire que l'appréhension qu'avaient les syndicats à travers les comités hygiène, sécurité et conditions de travail ont été liquidées. Enfin, faut quand même dire les choses, même s'il y a des commissions santé, sécurité, ils n'arrivent pas à faire ce que faisaient avant les CHS. Il faut reconstituer. Moi, en discutant, je pense qu'il faudrait quelque chose comme une nouvelle commission Auroux. Alors pour les plus jeunes, ils savent pas ce que c'est, mais en 1980, alors que la gauche devait arriver aux affaires, il y a eu une commission qui a été présidée par le député Jean Auroux, avec les syndicats, avec tout le monde, des experts, etc., sur comment repenser les droits syndicaux dans l'entreprise moderne des années 80. Et de ça est sorti des lois, 4 lois qui ont installé la négociation annuelle obligatoire. Aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Les lois, les ordonnances Macron ont liquidé le syndicalisme. Il faut quand même dire les choses clairement. Elles étaient d'ailleurs faites pour ça, ou en tout cas, elles ont eu cet effet. Et il faut aujourd'hui remettre à plat et mettre en place, parce que je pense que il faut du droit syndical interprofessionnel pour faire en sorte que les syndicats puissent sortir de l'entreprise, aller voir ce qui se passe autour, dans la sous-traitance, mais aussi localement, dans les toutes petites boîtes dans lesquelles il est impossible d'aller mettre son nez, parce que beaucoup de conditions de travail défavorables naissent aussi du fait qu'il n'y a aucun regard extérieur, en particulier syndical, sur ce qui se passe dans ces entreprises. Et une dernière question, c'est quand même celle de l'extrême droite, qui progresse dans la société et qui progresse aussi dans le syndicalisme. Alors ça, c'est un vaste sujet. Je pense que on pourrait faire une émission entière là-dessus. Mais évidemment, on la fera peut-être. Mais évidemment, ça surplombe tous les débats syndicaux actuels. Oui, je pense qu'on va être obligé de te réinviter, parce que c'est des questions qui sont essentielles sur l'extrême droite, sur le syndicalisme européen. Voilà, encore merci Jean-Marie d'avoir accepté d'être présent à cette émission. Merci Bernard d'être venu enfin sur ce plateau. Et puis merci à Franck qui joue la technique et qui n'arrête pas d'essayer de nous faire rester dans le cadre horaire. Merci à vous et puis à bientôt.